Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une courte pause, ceux qui savent, pour aujourd'hui parler lecture, puisque je vais vous présenter dans cette vidéo les 6 romans que j'ai lus au mois de mars. Pour commencer, j'ai lu en e-book La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon, qui n'est autre que le tome 2, la suite de ce livre, Le Pont des Tempêtes, qui est une romantécie que j'avais vraiment beaucoup aimé et dont il me tardait de lire la suite, et du coup c'est chose faite avec La Reine Traîtresse. La Reine Traîtresse qui commence immédiatement ou presque donc après la fin de ce premier tome, et c'est vrai qu'on va y retrouver notre héroïne Lara qui s'est mise dans un sacré pétrin et qui est bien décidée de rectifier un petit peu tout ça, de corriger ses erreurs. Et pour ça, elle va faire appel à ses sœurs, elle va aller auprès d'elles pour leur demander de l'aide. Et du coup, déjà ça fait plaisir parce qu'en ce début de roman, on va retrouver les sœurs de Lara, des personnages qu'on connaît très peu, mais là qu'on va apprendre à découvrir un petit peu plus, et moi que j'aurais aimé découvrir encore plus, ça va amener à beaucoup d'aventures, de péripéties, de rebondissements dans ce tome 2. Vraiment, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Il y a ici une grosse part de politique, ça c'est déjà le cas dans le premier tome. C'est la même chose dans ce tome 2, vraiment on s'intéresse à toutes ces choses-là. Du coup, à mon sens, ça me peut-être un petit peu en retrait la romance, même si on retrouve notre personnage masculin principal évidemment dans ce livre, hein, on le voit bien. Mais c'est vrai que les petites scènes de romance sont beaucoup moins nombreuses que dans le premier tome, et j'avoue que ça m'a un peu manqué et que moi j'aurais préféré en voir un peu plus. Mais honnêtement c'est pas grave, parce que vraiment l'univers est top, les romans sont très chouettes. De mon côté, je vais sans doute m'arrêter là pour cette saga, même si je sais qu'il y a un 3e tome qui est sorti, parce que, si je ne dis pas de bêtises, le 3e tome est plutôt focus sur un autre couple en fait de cet univers qui m'intéresse moins. Mais bon, peut-être quand même, vu que j'aime que l'univers, que je finirai par lire ce tome 3, on sait jamais. Puis j'avais besoin d'une bonne dose de dragon, donc je me suis plongée dans Soled and Burn de Camille Lacolle, publié chez Hachette Roman. Un livre dans lequel eh bien, nous allons suivre principalement 2 sœurs qui sont, juste ici, qui sont Faron et Elara. Voilà. Et en fait, un livre un petit peu complexe, j'ai trouvé au début, puisque lorsqu'on commence en fait ce récit, on apprend qu'il s'est passé des choses dans le passé. Donc nous, en tant que lecteurs, on doit tout de suite essayer de comprendre et d'assimiler tout ça, parce que c'est assez important. En gros, dans cette histoire, dans le passé, il y a eu une guerre. Une guerre entre l'île où vivent donc nos 2 héroïnes, Elara et Faron, et un territoire ennemi. Et en fait, sur ce territoire ennemi, les gens possèdent parfois des dragons. Du coup, forcément, pour notre petite île où vivent nos 2 héroïnes, eh bien, c'était très compliqué de pouvoir faire le poids. Du coup, Faron, alors qu'elle était âgée alors que de 12 ans, eh bien, elle a fait une prière qui a été exaucée par les dieux, qui lui ont conféré une partie de ses pouvoirs. Et depuis, Faron est capable de communier avec eux et d'utiliser les pouvoirs des dieux lorsque elle en a besoin. Et c'est notamment comme ça qu'elle a pu mettre un terme à la guerre qu'il y avait entre son île et donc le territoire ennemi. Depuis, Faron, eh bien, elle est vue, elle a un titre un peu particulier sur son île, hein, forcément. Et on va retrouver donc nos 2 jeunes filles, Faron et sa sœur, quelques années plus tard. La sœur de Faron, elle est aussi capable de faire un peu de magie. Elle, de son côté, elle est plutôt capable de faire appel à la magie astrale. Donc voilà, une magie qu'on est capable de pratiquer un petit peu sur cette île où elles vivent toutes les 2. Et un jour, en fait, la reine de leur île va venir chez elle pour demander l'aide de Faron, puisqu'en fait, un sommet va être organisé dans très peu de temps. Et à ce moment-là, certains membres du territoire ennemi vont être présents. Du coup, la reine craint pour son île, hein, forcément, vu la guerre passée. Et elle préfère que Faron soit dans les parages à ce moment-là. Donc Faron va accompagner la reine. Elara, sa sœur aussi, va se retrouver à ce sommet. Et en fait, lors de ce sommet, forcément, les ennemis sont arrivés avec leurs dragons. Et Elara, la sœur de Faron, eh bien à ce moment-là, elle va se lier avec un de leurs dragons. Il va y avoir tout de suite un lien qui va s'établir entre elle et une dragonne. Et suite à ça, les ennemis vont expliquer en fait à Faron et à la reine
de l'île, qu'il vaut mieux que Elara vienne vivre avec eux sur leur territoire pour qu'elle apprenne à gérer le lien qu'elle a désormais avec sa dragonne. Donc Elara n'a pas le choix, elle va devoir aller en territoire ennemi, dans une école finalement avec d'autres personnes assez jeunes qui se sont aussi liées avec un dragon ou une dragonne, et elle se dit qu'elle va pouvoir en profiter pour espionner un petit peu du coup le territoire ennemi, voir si elle peut glaner des petites infos par-ci par-là. De son côté, Faron, elle reste du coup sur son île, elle est en compagnie du meilleur ami d'Elara, avec qui au début elle s'entend pas très bien, mais par la force des choses, hein. Et puis elle, de son côté, Faron, elle est bien décidée à faire tout son possible pour libérer sa sœur de l'emprise de sa dragonne. Du coup, long résumé, mais voilà un peu l'intrigue de cette histoire qui, honnêtement, m'a vraiment bien plu, que j'ai trouvé très très chouette. En plus, il y a une petite part, bon c'est pas énorme, mais il y a une petite part de romance de part et d'autre au niveau des deux sœurs. D'ailleurs du côté d'Elara, ça sera plutôt une romance FF, donc ça c'est assez chouette. Vraiment l'aspect avec les dragons aussi était très cool. J'ai beaucoup aimé, honnêtement je me suis pas ennuyée, j'ai envie de connaître la suite, c'était très très bien comme lecture, voilà. J'ai enchaîné avec le tome 3 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn, publié chez J'ai lu, bah oui, hein, le petit tome du mois de la saga des Bridgerton. Donc cette fois-ci le tome sur Bénédicte, un tome dont je n'attendais rien, et qui, je peux vous spoiler tout de suite et vous dire tout de suite que ce tome a été mon préféré pour le moment. Voilà, sur les 3 que j'ai lus, vraiment celui sur Bénédicte, j'ai adoré. Je pense que c'est parce que ce tome-ci est une sorte de réinterprétation de l'histoire de Cendrillon, et c'est toujours un conte qui fait un petit effet sur moi, et j'ai beaucoup aimé retrouver cette réinterprétation à la version Bridgerton. Donc pour vous en dire un petit peu plus, dans celui-ci, on va s'intéresser au personnage de Sophie. Sophie qui est l'enfant illégitime d'un noble, et en fait ce noble l'a quand même élevée chez lui, même s'il l'a jamais reconnue officiellement comme étant sa fille. Et un jour ce monsieur va se remarier, et voilà, la belle-mère de Sophie ne va jamais l'apprécier. D'autant plus qu'elle a 2 filles légitimes, et du coup elle estime que elle et ses filles méritent beaucoup mieux et d'être mieux traitées par la société que Sophie qui est une enfant illégitime. Et malheureusement le père de Sophie va rapidement décéder, et à ce moment-là, la belle-mère de Sophie, qui déjà ne l'aimait pas à la base, eh bien va commencer à la traiter comme une domestique. Donc ça va être une vie assez compliquée que Sophie va mener, où franchement on va mal lui parler, mal la considérer, vraiment elle qui déjà était reléguée au second plan avec l'arrivée de sa belle-mère, là maintenant que son père n'est plus là pour la protéger, voilà, honnêtement elle vit une vie assez compliquée, jusqu'au jour où elle va apprendre que un bal masqué va être organisé chez les Bridgerton, et du coup par la force des choses elle va pouvoir y aller, et en plus vu qu'elle est masquée personne ne va pouvoir la reconnaître, donc ça va lui permettre le temps d'une soirée de vivre juste un moment un petit peu hors du temps. Et elle se rend à cette soirée et elle va tomber sur Bénédicte Bridgerton, entamer la discussion avec lui, vivre un moment magique. Elle sait qui il est, mais lui ne la connaît pas en fait, et ne la reconnaît pas parce que de toute façon elle a un masque. Et du coup, cette soirée va vraiment les marquer tous les deux, mais ils vont être obligés de se séparer. Et alors il n'y a pas d'histoire de chaussures exactement, enfin un peu mais pas que dans cette histoire, mais il faut savoir que nos personnages vont se retrouver quelques années plus tard, alors que Bénédicte ne reconnaît pas du tout Sophie à ce moment-là. Sophie, elle est quand même toute émoustillée de retrouver Bénédicte des années plus tard, mais est-ce qu'elle doit réellement lui avouer que c'est elle, la jeune fille du bal masqué, alors qu'il y a une vraie différence sociale entre les deux personnages? Voilà, voilà, honnêtement, vraiment j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait quelque chose vraiment, ce petit livre là, j'ai trop aimé ce tome-ci, vraiment trop chouette à lire. Puis j'ai lu The Blood Traitor de Lynette Noni, publié chez Hachette Roman, qui n'est autre que le 3e tome, le 3e et dernier tome de la trilogie The Present Healer, vraiment une saga que j'aime particulièrement et dont il me tardait de lire enfin ce 3e et dernier tome. Alors forcément je ne peux pas vous résumer les 2 tomes précédents parce que
Voilà, c'est vrai que sinon ça vous spoilerait beaucoup de choses et d'autant plus que le tome 2 se termine d'une façon, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Et donc vous savez que quand on lit le tome 2, quand on le termine, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir ce tome 3 et ça faisait 1 an que je l'attendais. Là, autant vous dire que j'étais trop contente de pouvoir enfin le lire. Donc un tome 3 qui va mener nos héros à faire une grande quête pour pouvoir sauver leur royaume et pouvoir mettre un terme en fait aux événements qui sont arrivés, des événements dramatiques qui sont arrivés à la fin du tome 2. Donc du coup, une quête qui va amener nos héros à beaucoup voyager, à vivre de nombreuses aventures. Franchement, on s'ennuie pas du tout dans ce livre, ça bouge tout le temps, il se passe beaucoup de choses. C'est hyper prenant, il y a aussi des révélations, bien évidemment, mais ça il y en a dans tous les tomes de cette saga, franchement à chaque fois c'est quelque chose. Et forcément, vu la fin du tome 2, il fallait aussi aborder les relations entre les personnages parce que voilà, ça a forcément chamboulé des choses entre eux, tout ce qui a pu se passer et l'aspect relationnel entre les personnages est à mon sens très bien abordé. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Il y a des personnages que j'ai trop aimé retrouver déjà. Il y a Kaldon, sa relation avec notre Kiva, notre héroïne. Voilà. Bien évidemment aussi il y a Jaden et Kiva, ça va être un peu compliqué dans ce tome 3, logique, voilà, mais pas que, il y a d'autres personnages aussi que j'ai trop aimé retrouver et voir un peu, les voir un peu interagir avec Kiva et pas que, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait trop plaisir en fait de retrouver cet univers et de retrouver les personnages de cet univers, de les voir interagir entre eux. J'ai trouvé que l'autrice avait très bien géré le tout et que du coup, en terminant ce tome 3, je me dis que c'est vraiment cette saga une très chouette saga de romantasy young adulte. Puis je me suis plongée dans le premier tome de la saga Demigods Academy par Elisa S. Amor et Kiera Legend, publié chez Hachette Roman, qui est donc le premier tome d'une saga qui normalement en comptera 12. Oui. Une saga jeunesse autour de la mythologie grecque, où on va retrouver dans ce premier tome le personnage de Mélanie. Mélanie qui a 18 ans et normalement, lorsque les jeunes ont 18 ans, eh bien ils reçoivent un cadeau un petit peu spécial qui vient des dieux en fait, de la mythologie grecque. Et à ce moment-là, en fait, généralement c'est une boîte. Quand ils ouvrent la boîte, soit il y a juste un message pour leur souhaiter un bon anniversaire, soit il y a un petit truc en plus, un autre message qui invite parfois certains d'entre eux à rejoindre la Demigods Academy, donc l'armée des dieux. Mélanie, elle, bien qu'elle ait eu 18 ans, elle n'a jamais reçu quoi que ce soit de la part des dieux. Et au moment où commence notre récit, c'est une personne proche de Mélanie, avec qui elle s'entend pas très bien, qui fête ses 18 ans, et cette personne va être hyper déçue parce que au moment d'ouvrir sa boîte, eh bien il y a juste un message des dieux pour lui souhaiter son anniversaire et c'est tout. Du coup elle se débarrasse de sa boîte, elle dit à Mélanie vas-y prends ma boîte, voilà moi j'en veux plus, je suis trop déçue de la vie. Donc Mélanie se retrouve avec la boîte entre les mains, la boîte de cette personne, et elle va l'ouvrir. Sauf qu'au moment où Mélanie l'ouvre, eh bien elle va tomber sur un message, elle, sur cette fameuse invitation pour rejoindre la Demigods Academy. Et Mélanie, elle vit une vie assez compliquée et elle se dit vas-y, pourquoi pas, je vais aller la rejoindre, cette académie, de toute façon je suis même pas sûre que ça existe pour de vrai, mais j'ai rien à perdre, donc voilà, let's go, même si l'invitation elle était peut-être pas pour moi au fin de compte, j'y vais quand même et on verra bien. Et donc elle se retrouve dans cette académie, oui, et du coup elle va assister tous les jours à des cours qui sont enseignés par nul autre que les dieux de la mythologie grecque, oui, des dieux qui pour certains d'ailleurs sont pas très sympas, et donc on va suivre Mélanie comme ça, tout au long des semaines et des mois qui vont s'écouler, on va la voir s'entraîner pour faire partie de l'académie des dieux, et bien évidemment, il va y avoir des petites péripéties. On sent qu'on est qu'au tout début de cette histoire, réellement, avec ce premier tome. Honnêtement, c'est une lecture qui se lit très bien. Mais je dirais que c'est pas non plus exempt de tout défaut. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'a un peu gênée avec ce livre, c'est parfois les personnages et leur comportement ou leurs réactions.
quand je lisais ce livre, je me disais, attends, puisqu'ils sont censés tous avoir au moins 18 ans, pourquoi est-ce qu'ils se conduisent parfois comme des collégiens? Parce que vraiment, il y avait des... vraiment, il y avait des choses, des réflexions et tout. Je me disais, bizarre quand même que à 18 ans ou plus, tu te conduises de cette façon-là. Après, bon, ça reste une saga jeunesse et je pense que du coup, on a voulu adapter cette histoire à un public plus jeune et je le comprends parfaitement. Ça reste que c'est une saga qui est agréable, voilà. Et je pense que si on aime la mythologie grecque, ça peut être hyper intéressant à découvrir. Et pour finir, j'ai lu La Reine sans royaume d'Holly Black, publié chez Rajo, le tome 3 de la saga du Prince Cruel. Ça m'a fait trop plaisir de retrouver cette saga, vraiment. Il me tardait d'avoir le fin mot de cette histoire. Donc un tome 3... ou sans trop en dire parce que là encore je ne peux pas spoiler les tomes précédents, c'est comme pour The Blood Traitor quand il y a déjà eu 2 tomes avant, c'est compliqué de venir parler d'un tome 3. Mais bon, ce que je peux vous en dire c'est que Jude dans ce tome-ci est bien décidé à retourner à Terra Fae, la terre des Fae, et à se venger. Voilà, oui, il est arrivé certaines péripéties à la fin du tome 2 qui fait qu'elle a été éloignée de Terra Fae, mais là, elle est bien décidée à y retourner, avec vraiment tout un esprit de vengeance, sauf qu'une fois qu'elle arrive sur place, elle va rapidement apprendre qu'une guerre se prépare et que Cardan est en danger. Donc, que faire? Donc on va suivre notre héroïne, on va retrouver le très cher Cardan aussi, oui. Et pas que, on va retrouver un petit peu tout notre petit monde de Terra Fae. Ça m'a fait trop plaisir en fait de me replonger dans cet univers. J'ai beaucoup aimé ce dernier tome. Vraiment pour moi, le tome 2 et le tome 3 sont les meilleurs de la trilogie. Le tome 1 est pas parfait. Les suivants franchement sont bien plus cool à mes yeux en tout cas. Je me suis régalée, j'ai beaucoup aimé la façon dont se clôturait cette trilogie, même si je sais que il y a une suite, mais en tout cas ce premier arc là j'ai beaucoup aimé. Voilà pour mes lectures du mois de mars. J'ai l'impression d'avoir pas mal bégayé, hésité en filmant cette vidéo, donc je m'en excuse si jamais ça vous a dérangé. C'est vrai que quand on filme pas pendant quelques jours, quelques semaines, on perd un peu le truc, mais a priori ça devrait revenir puisque j'ai prévu des petites vidéos pour les semaines à venir, donc sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt et très vite pour une nouvelle vidéo.